Cette affaire, elle dure depuis bien longtemps, notamment aux États-Unis, cet art des guerres culturelles et cet art de la panique morale, il a été un peu poussé à son extrême par des très grands groupes de médias. On peut penser notamment à Fox News qui, au quotidien, à travers des talk shows comme le Tucker Carlson Show, vont mettre justement à l'avant du débat médiatique, c'est l'émission la plus écoutée de ce type dans ce pays, vont mettre en avant en fait ce type de polémique. Un peu comme la fonction de CNews en France, finalement. Absolument. Entre autres. Et vont en fait s'appuyer sur des affaires qui paraissent généralement absurdes, peuvent être en tout cas présentées comme telles, dans lesquelles il va y avoir la possibilité de créer un méchant stéréotypé. Ça va être le lobby LGBT qui veut embrigader les enfants, ça va être les antiracistes séparatistes ou les néo-féministes extrémistes qui haïssent les hommes, etc., dont on va parler comme étant le méchant du jour. C'est un peu les 2 minutes de haine, il faut bien le dire, dans ce type de médias, et qui vont être systématiquement présentés comme étant dangereux, ridicules, et se préoccupant de questions qui sont absurdes. Il faut voir que quand on creuse, c'est ce qu'a fait par exemple Laure Murat dans Qui annule quoi, on se rend compte qu'en fait il y a là des vrais débats politiques de fond, que les gens qui sont présentés comme des extrémistes ravageurs sont en fait des personnes qui ont des positions qui peuvent parfaitement se comprendre. Il s'agit simplement d'une forme de diabolisation et du fait qu'on tombe dans une histoire médiatique, stéréotypée, encore une fois comme vous l'avez dit, et qui se répète. Alors, ça rejoint un autre argument que vous développez dans le livre, qui est l'idée que le wokisme, ça fait partie de ce qu'on appelle les paniques morales, dont vous expliquez qu'elles sont fondées sur justement la disproportion entre les faits dont on parle et puis comment on en parle, le sens qu'on leur donne. En même temps, vous glissez incidemment parfois, on sait que dans des milieux militants, même progressistes, il peut y avoir des exagérations, des tendances sectaires, des essentialisations de l'adversaire, et certains vont vous répliquer qu'après tout, il faut qu'on puisse critiquer ça sans être taxé de réactionnaire qui va animer des paniques morales. Comment on s'en sort un peu de cette difficulté? Moi, ma réponse à ça, c'est de dire toutes les personnes qui se préoccupent de ce qu'on appelle le wokisme, que vous aurez bien compris, c'est une catégorie que je ne prends pas très au sérieux, ne sont pas des réactionnaires. Je vais prendre un exemple qui est ressassé encore et toujours. Vous avez le droit de lever un sourcil circonspect devant la pratique de l'écriture inclusive sans être immédiatement engagé dans une grande lutte réactionnaire et vous rejoindre immédiatement les rangs du Front National, etc. Mais tous les réactionnaires veulent que vous vous préoccupiez fortement de ces guerres culturelles et de ces paniques morales. Vous avez le droit, encore une fois, je le répète, de ne pas apprécier l'écriture inclusive. Est-ce pour autant légitime de la mettre autant sur le devant de la scène et de la présenter autant comme un danger que le font... pour la civilisation. Tout à fait, que le font les gens qui le font. Parce qu'on arrive à des exagérations, comme par exemple l'accusation du fait que les gens qui pratiquent cette forme d'écriture auraient envie de brûler tous les livres qui ne sont pas écrits de la sorte, réécrire tous les livres de cette façon, et qu'on serait en fait un peu comme dans une dystopie, voilà, j'ai fait référence aux 2 minutes de haine, une dystopie orwellienne où on détruirait justement le passé pour créer un monde nouveau, alors qu'en réalité, nous avons tout simplement affaire à des gens qui utilisent le langage d'une façon qui leur convient politiquement. On peut ne pas apprécier ça sans le mettre en haut de sa liste des priorités. En ce qui me concerne, il y a des choses qui m'inquiètent davantage, en tout cas. Alors, un des aspects qui m'a intéressé dans le livre, c'est l'idée, et c'est aussi la raison pour laquelle je vous reçois dans cette collection et qu'on appelle les voix du pouvoir, c'est l'idée que même si elles ont l'air de ne pas être un matériau noble quand on s'intéresse au débat public de qualité, la panic woke, elle en dit quand même beaucoup sur la compétition politique et ce qui se joue justement pour l'exercice du pouvoir. En quoi, justement, ces polémiques-là, ces paniques morales, en quoi est-ce qu'elles sont plus qu'une diversion ? Elles sont plus qu'une diversion parce qu'elles viennent, en quelque sorte, être présentées comme le sommet de l'iceberg de plein de choses qui, elles, ne sont pas des diversions. Je reprends mon exemple d'écriture inclusive. L'écriture inclusive va être présentée comme étant l'excès du néo-féminisme qui déteste les hommes, donc il faut détester le néo-féminisme qui déteste les hommes, donc il faut détester tout ce que proposent les gens qui sont associés à ça. Et par conséquent, on va amener avec ça des questions, par exemple, de lutte contre le harcèlement sexuel, de faciliter les dénonciations d'agressions ou de violences, un certain nombre de revendications qui sont en fait tout à fait concrètes et qui comptent dans la vie des gens. Il y a une formule qui va avec une des intellectuels qui met en avant ce type de conflit, qui est « je ne sais pas de quel bord politique je suis, mais une chose est sûre, je suis pas de gauche ».
Et c'est un peu ce qu'elles font, c'est-à-dire qu'en fait, elles vont servir à diaboliser un camp politique qui cherche davantage d'émancipation, davantage de justice, davantage de liberté, et le présenter comme étant diabolique, néfaste et dangereux. On parle en fait du petit truc un peu ridicule pour mieux parler de toutes les choses très concrètes sur lesquelles on n'a pas fondamentalement d'argument. Et en cela, il n'y a pas de diversion, il y a attaque.